Maintenant, toujours en termes d'anatomie, okay, on a vu ici les racines dorsales avec la fonction sensitive, ventrale, exemple. Un nouveau terme, ganglion, j'en ai parlé un petit peu en début de capsule, et ganglion, je disais que ça m'achale parce qu'il y avait une confusion, il y a plein de sortes de ganglions dans le corps, mais ce qui est important de comprendre, c'est le ganglion spinal. Et à un moment donné, je vais vous parler de ganglion autonome dans le système nerveux, c'est complètement autre chose, donc il ne faudra pas mélanger. Là, pour aujourd'hui, on en parle juste d'un. Très important de comprendre que le ganglion spinal, en fait, c'est simplement sur la racine dorsale, donc la portion sensitive d'un nerf spinal. Chacun des 31 nerfs spinales, exemple du côté droit ou gauche, peu importe, ici c'est le côté gauche, hein, si la personne nous fait face. Donc, dans ce cas-ci, le ganglion, c'est simplement une structure qui va renfermer le corps cellulaire des neurones sensitifs. Ça veut dire que tous les axones sensitifs comme ça, dans le nerf spinal, ben c'est des axones, mais vous savez, un neurone, il y a un corps cellulaire, des dendrites, etc. Donc là, on voyait juste les axones sensitifs. Donc, il y a certainement des étudiants en classe, quand je parlais tantôt, qui disaient « Ouais, mais les corps cellulaires sont où? » Là, c'est des très longs axones, les nerfs. À un moment donné, ça me prend une place pour mettre les corps cellulaires. Mais quand c'est une portion sensitive, les corps cellulaires, on a créé une petite structure qui est comme une boule. Hein, je vais l'encercler. Cette boule-là, c'est comme un renflement sur le nerf spinal qui n'existe pas sur la racine ventrale. Donc, la portion motrice, il n'y en a pas de ganglion. Et pour la racine, c'est pas sur le nerf spinal, le ganglion. C'est vraiment le renflement. Donc, le ganglion est vraiment sur la racine dorsale de chacun des nerfs spinaux. Et si on vous demandait une définition, ben c'est très simple. Tout ce que vous avez à savoir, c'est deux choses. Un ganglion spinal, vous me dites que c'est une structure, un renflement, une structure qui se retrouve uniquement sur la portion sensitive du nerf spinal, si vous préférez, au niveau de la racine dorsale. Elle sert à quoi? Ben, c'est une place, c'est une structure qui va renfermer comme ça le corps cellulaire des neurones sensitifs. Là, on en a dessiné un, mais je l'ai dit tantôt, c'est des milliers de neurones, fait qu'on pourrait dessiner des milliers de corps cellulaires comme ça avec leurs axones respectifs. Et c'est tout. Okay? Donc ça, c'est une particularité supplémentaire. Là, je rouvre une parenthèse. On en reparlera quand ça sera le temps, mais je rouvre quand même une parenthèse parce que ça va achaler des gens. Mais ils vont dire, ouais, mais là, si j'ai pas de ganglion au niveau du nerf spinal, au niveau de la partie motrice, hein, la racine ventrale ici, sont où les corps cellulaires? Ben, pour l'instant, je vous donnerai une réponse très plate. Ils sont ailleurs, OK? Mais on va voir que les neurones moteurs, comme ça, avec leur axone, les corps cellulaires se retrouvent à deux endroits, en fait, dans les aires motrices au niveau du cerveau. Donc, il y a déjà des corps cellulaires qui seront là. Mettons, je fais un cerveau aussi. Ça, c'est à l'intérieur du cerveau, j'ai, mettons, un neurone moteur, corps cellulaire avec ses dendrites. Même chose ici, en passant, on ne les voit pas, mais il y a des dendrites ici. Hein? Bon. Donc, corps cellulaire, parfait. L'axone descend, vient se connecter avec un deuxième neurone moteur, on verra ça un jour, et le corps cellulaire du deuxième neurone moteur est dans une portion de la moelle épinière. Là, vous ne savez pas encore, on va parler de ça éventuellement à la prochaine capsule, mais je passe beaucoup de temps sur le nerf spinal, mais les prochaines capsules, on va regarder à l'intérieur de la moelle épinière, on voit déjà qu'il y a deux couleurs, de la blanche, de la grise, à quoi ça sert et tout ça. On verra ça plus tard. Mais les corps cellulaires, pour l'instant, sont ailleurs, soit dans la moelle, soit dans le cerveau. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ganglions. Mais au niveau du sensitif, il fallait un endroit pour les mettre, et c'est pour ça qu'on a créé, au niveau de l'évolution animale, humaine, ben, on a créé cette structure-là pour faire de la place au niveau du corps cellulaire, tout simplement. Okay? Donc, je viens de régler les ganglions spinaux. Ensuite, il y a d'autres particularités anatomiques qui sont un peu moins importantes pour moi, mais je vous en parle quand même. C'est les deux termes encadrés ici. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, hein, presque une demi-heure, là, juste sur les racines pour vous expliquer vraiment le fonctionnement et l'impact médical. Les filets radiculaires, moins importants, ben, c'est toujours important en termes de bio, mais pour vous autres, dans votre travail, vous allez en entendre beaucoup moins parler, évidemment. Donc, je vous le dis une fois, là, pour que ça soit clair, mais c'est pas grand-chose. Hein. On voit que c'est des structures un peu en forme de doigt. Donc, remarquez que les racines, donc nerf spinal ici, se divisent en racines dorsales, parce que je m'en viens comme ça vers l'arrière, partie postérieure, ou ventrale vers l'avant. Hein. Donc, voilà. Vous savez qu'ici, c'est la forme sensitive, ici, motrice. Maintenant, c'est quoi des filets? Bien, la racine se divise en plusieurs prolongements, comme ça, qui viennent se raccrocher, comme ça, au niveau de la moelle épinière. Donc, ça a une double fonction. Ça vient vraiment maintenir le nerf spinal, comme ça, après la moelle épinière. Et en même temps, il y a des axones qui vont passer, comme ça, dans chacun des éléments, pour venir, comme ça, se connecter. Là, il y a des nuances.
que je ne veux pas voir avec vous autres. Si vous remarquez, le dessin est bien fait ici. Il y a un des filets radiculaires qui permet le passage des axones, mais il y en a d'autres qui vont se connecter vraiment à d'autres endroits, puis on ne voit pas. Okay? Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a comme ça des axones dans chaque doigt, comme ça. Mais c'est un détail. Donc, en fait, je ne peux pas vous demander grand-chose, mis à part le fait que vous comprenez que c'est les prolongements des racines, comme ça, un petit peu en forme de doigt, qui viennent se raccrocher à la moelle épinière. Et comme on l'a dit tantôt, ce qui était vrai pour les racines est vrai pour les filets. Fait que si je vous dis un filet radiculaire dorsal, ben c'est exactement comme la racine dorsale. C'est-à-dire qu'on est à l'arrière. Si je te parle d'un filet radiculaire ventraux, ben vous êtes capable de l'identifier ici. Ici, la racine ventrale. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, c'est toujours la même structure, mais selon la portion où on est rendu, elle change de nom pour se localiser. Nerf spinal ici, les racines ici, filet en dernier lieu. C'est vraiment ce qui prend contact avec la moelle épinière. C'est le lieu de connexion, en fait, entre le nerf spinal, la racine, en fait, du nerf spinal et la moelle épinière. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en bio, souvent, c'est des termes compliqués, dorsaux, ventraux, ça vous mélange, mais la beauté de la situation, comme beaucoup de termes que je vais vous apprendre cette session-ci, c'est qu'une fois que vous les maîtrisez, bien, ça devient une seconde nature, un deuxième langage, et là, vous vous situez exactement. Vous allez revoir ventral, dorsal dans d'autres contextes biomédicaux au cours de vos études, votre job, bien, vous allez vraiment vous situer. OK? Donc, voilà. Une autre section du nerf spinal, c'est rameau dorsal et ventral. Très simple à expliquer pour moi, très difficile à visualiser pour la plupart d'entre vous. En fait, je vais essayer de vous montrer ça le plus clair possible, mais c'est pas compliqué en fait. C'est que aussitôt que je vais avancer puis m'éloigner de la moelle épinière, le nerf spinal va changer de nom. Ça ne sera pas un nerf spinal parce qu'on est trop loin de la moelle épinière. Et c'est là qu'on va parler de rameau dorsal et ventral. Je vous donne la petite définition ici, puis après je vous montre ça sur le dessin, ça va être plus clair après. Donc, on vous dit que les rameaux dorsaux ventraux, c'est des prolongements. En fait, c'est pas écrit, mais c'est ça que je veux que tu gardes en tête. En fait, vous devriez le rajouter dans vos notes. Exemple, le rameau dorsal, c'est un prolongement du nerf spinal vers l'arrière, vers le dos. Facile à retenir, dorsal-dos. Okay? Puis un rameau ventral, c'est un prolongement du nerf spinal vers la portion ventrale, le devant. Donc, on va parler plus du tronc, des membres et tout ça, mais vers l'avant, par exemple, votre ventre. Okay? L'un va vers l'arrière de votre corps, l'autre va vers l'avant. Et chacun des 31 nerfs spinaux, que ce soit les droites ou les gauches, font des rameaux dorsaux vers l'arrière et des rameaux ventraux vers l'avant. En termes de fonction, très facile. Les rameaux dorsaux s'occupent des muscles et de la peau au niveau du dos. Donc, par exemple, si on vous touche le dos, c'est sensitif. C'est les rameaux dorsaux qui amènent l'information sensitive. Si vous bougez le dos, contractez certains muscles au niveau du dos, ben, c'est toujours les rameaux dorsaux. C'est un peu comme les nerfs spinaux. C'est des portions mixtes, donc avec des axones motrices ou sensitives. Et ventrale, même chose. Donc, ça peut être sensitif en termes de toucher. Ça peut être musculaire en termes de contraction, mais peu importe, on s'occupe du devant. Okay? Donc, c'est à peu près ça que ça veut dire. Et là, on vous dit qu'une fois qu'on traverse le foramen intervertébral, là, ça ne vous dit rien. Je vais vous montrer ça dans d'autres capsules, mais un foramen dans la vie, là, vous allez voir ça à différentes reprises. Puis, exemple, si vous êtes en soins, vous travaillez, puis vous voyez ça à un moment donné, on a un problème à tel foramen, il y a quelque chose qui se passe dans le foramen, c'est un trou en bio. En biomédical, un foramen, c'est un trou, un trou en fait. C'est pas à retenir, je ferai ça en session prochaine, mais le foramen magnum, à la base du crâne, c'est un trou très gros, qui est là pour justement faire passer la moelle épinière. Généralement, un foramen, c'est un trou là, qui peut avoir différentes grosseurs, différentes tailles, mais qui laisse passer une structure, un nerf, un vaisseau sanguin, une moelle épinière. Et dans ce cas-ci, inter veut dire entre, vertèbre vertébrale, foramen un trou. Mais là, c'est des termes qui ont l'air très savants. Mais là, quand on traduit ça en français, c'est un trou entre les vertèbres. Hein, c'est à peu près ça. Donc, c'est un trou qui va me permettre de faire passer le nerf spinal. Parce qu'évidemment, il ne peut pas passer à travers l'os, la vertèbre. Là, je suis conscient que vous n'avez pas d'image dans la tête. Un jour, je vais vous parler de vertèbre et je vais vous montrer le foramen intervertébral. Mais pour l'instant, imaginez-vous, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais un beigne avec un trou au centre. Puis ton beigne, c'est la vertèbre. Tu as un trou au centre. Tu peux passer dans ton trou de beigne les fils, ben, dans ton trou de vertèbre, dans ton espace, ton foramen intervertébral, tu peux passer tes nerfs spinaux. C'est un peu l'image que vous pouvez garder en tête. Maintenant, je reviens au rameau dorsal et ventral. Ce schéma-là, ici,
pas évident, mais dans le fond, c'est pour vous montrer le dos puis le ventre. Si on regarde comme il faut, là, tout ce que je viens d'expliquer depuis le début de la capsule est illustré sur le schéma anatomique ici. Donc, pour qu'on se situe, votre premier réflexe, c'est toujours de se situer avant de comprendre. Okay? J'ai la vertèbre ici. Donc, la vertèbre, ce que je colore ici, en rouge, c'est l'os, comme ça, qui a une forme un peu, avec 3 épines et tout ça, là, qui a une forme un peu particulière, avec un espace au centre, qui permet le passage, comme ça, de la moelle épinière. Et ici, on est au niveau du devant de la personne. Comme je disais tantôt, il faut toujours se situer avant de comprendre. Donc, le ventre de la personne serait ici et les muscles de son dos sont ici à l'arrière. Et ce qu'on voit, en fait, si on fait une révision rapide, j'ai le nerf spinal, j'ai les 2 racines, donc la dorsale, la ventrale. On reconnaît le ganglion spinal avec l'écart cellulaire qu'on a vu tantôt. On vient se brancher comme ça sur la moelle épinière, donc sensitive vers l'arrière, moteur ventral vers l'avant. Et ce qu'on a rajouté, les rameaux dorsaux. Donc, première des choses, à une certaine époque, on faisait apprendre les 4 types de rameaux, mais les méningés et les communicants, on ne les voit plus. Donc, vous n'avez pas à apprendre ça. Il y en a juste 2 des 4 que je vous demande. Donc, les rameaux dorsaux, je vous ai dit que ça énervait la peau et les muscles du dos. Donc, on en a un ici, à l'arrière. Okay? Donc, pour ce nerf spinal ici, mettons, c'est le T3, thoracique 3, il y a le nerf spinal, les 2 racines, mais là, on voit un prolongement vers l'arrière qui va faire différentes branches comme ça. Okay? Et côté droit, côté gauche, évidemment, j'ai la même chose. Ce qui va arriver, évidemment, j'ai le T3. Là, on ne le voit pas parce que c'est difficile à dessiner, mais j'ai le T2, le T1. Donc, ils vont s'appeler un en arrière de l'autre. N'oubliez pas, il faut avoir une vision de 3 dimensions. Donc, ici, ce n'est pas tout le dos complet. C'est une certaine tranche du dos à une certaine hauteur, la hauteur T3. Si je monte vers T1, là, c'est la même chose. J'ai une branche comme ça qui s'en va vers l'arrière, mais on va juste être un peu plus haut vers les épaules, exemple, mais toujours au niveau du dos. Okay? Donc, ça, c'est pour les rameaux dorsaux. Les rameaux ventraux, là, écoute, c'est le même axone, hein? L'axone qui passe ici, mettons, qui est sensitif, il y a des moteurs aussi, mais qui est sensitif. C'est toujours la même voie. C'est toujours la même route, mais elle change de nom pour nous indiquer à quel endroit du corps on est rendu. Exemple, cet axone-là pourrait se rendre juste au niveau de la main de la personne. C'est toujours le même axone, il est très long. Okay? Sauf qu'on va pas... faut savoir, là, est-ce que j'ai un problème au niveau de la main? Est-ce que j'ai un problème au niveau du nerf, de la racine, de la moelle? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est le même axone, on change de nom pour qu'on puisse, sur un point de vue médical, se situer. Okay? Qu'on cherche au bon endroit le problème. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de mots comme ça. Alors, tantôt, je vous ai fait écrire que le rameau ventral, c'est un prolongement du nerf spinal. Ça veut dire qu'aussitôt que je m'éloigne de la moelle épinière, là, j'ai plus le droit de dire à ce niveau-ci que c'est un nerf spinal. Donc, techniquement, ici, c'est le nerf spinal. Aussitôt que je m'éloigne un peu, on va parler du rameau ventral. Puis plus tard, ce rameau ventral va se diviser en différents nerfs qui pourraient énerver la main, un doigt, ou peu importe. Donc, il va faire d'autres branches comme ça pour énerver différentes sections. Et chaque nerf spinal, donc, a son propre rameau ventral qui va se subdiviser en différentes branches qui porteront différents noms, parce que ça va constituer différents nerfs comme ça, qui va parcourir l'ensemble de vos membres, de votre tronc, etc. Comme je disais tantôt, c'est simple, mais c'est difficile à visualiser pour vous autres. Donc, je vais refaire un dessin beaucoup moins élégant, évidemment, pour commencer à connaître mes talents d'artiste. Beaucoup moins élégant, mais très symbolique. Donc, si ce que je fais à l'écran est clair, ça va devenir très simple. C'est le genre d'image que je veux vous garder en tête. Donc, au centre ici, non, en fait, je vais le faire décentrer pour faire de la place. Okay? Donc, en rouge ici, exemple, j'ai la moelle épinière. Toujours avec ma scoliose. Okay? Donc, un peu croche. Je fais un nerf spinal. Donc, le nerf spinal, on va dire que c'est ce qui est en rouge ici. Je suis très proche, écoute, c'est pas à l'échelle, mais c'est juste pour qu'on se situe. Je suis proche de la moelle épinière, donc les axones qui sont ici, il y en a un paquet, sensitif moteur, comme on a vu, les 4 types, sont ici. Il va se diviser en racine dorsale, je vais faire RD, ok, ici, donc les axones sensitifs passent ici. J'ai une autre racine qui va ressortir comme ça, arriver pour racine ventrale pour la fonction motrice, et les 4 types de fibres, que ce soit les 2 sensitives ou les 2 motrices, sont mélangés ici dans le nerf spinal. OK, donc j'ai la racine dorsale, racine ventrale, puis ici, je vais mettre N pour nerf spinal. Donc ça, d'habitude, c'est pas trop mal. C'est ce qu'on a vu pas mal tantôt.
Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer de couleur juste pour être sûr. Donc, évidemment, les axones sont toujours ici. Et disons que je prends tiens, la couleur bleue, comme ça. Là, évidemment, je change de couleur, mais c'est les mêmes axones. Mais mon changement de couleur, c'est simplement pour dire qu'on va changer de nom. Là, j'exagère aussi, c'est juste pour me faire de la place. Ici, c'est le prolongement de ton nerf spinal que je vais appeler un rameau ventral. Évidemment, je ne suis pas capable de vous dessiner ça en 3D, mais imaginez-vous que ce prolongement-là, il y a un effet et on s'en va vers l'avant du corps. Ce qui est surtout important de comprendre, parce que à la fin de la capsule, je vais en reparler pas mal des rameaux ventraux. Je vais vous introduire un nouveau concept de plexus nerveux. Bien, ça va impliquer les rameaux ventraux de chaque nerf. On va en reparler. Mais pour l'instant, c'est un prolongement comme ça. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que le rameau ventral va faire des branches comme ça. Donc, des prolongements qui peuvent se promener un peu partout comme ça. Et éventuellement, ces branches-là vont devenir différentes sortes de nerfs. C'est pas retenir, par exemple, le nerf médian, le nerf fémoral. Donc, on va retrouver dans les jambes, dans les mains, dans les bras, peu importe. Okay? Donc, exemple, si ici c'était le nerf spinal T3, ben, il est fait comme ça. Tout ce qui me manque maintenant, c'est de faire un rameau dorsal. OK, donc je vais changer de couleur aussi, juste pour être sûr. Maintenant, je vais monter 3 ici. Et si je fais un rameau ventral, maintenant je le mets en vert. Ben, c'est la même chose, sauf que là, c'est un prolongement du nerf spinal vers l'arrière. Donc, ça vient comme ça. Et là, encore une fois, je n'ai pas l'effet de 3D réaliste, mais dites-vous que le rameau dorsal, ça va vers le dos, tout simplement. Ce qui est pour le T3, ben, ça va être exactement la même chose pour le T4. OK? Donc, évidemment, vous avez compris le principe. Là, il y en a juste un, mais vous avez 31 étages. Hein? On part du bas, mettons, du haut de la moelle épinière, puis je descends vers le bas. Hein? On a vu cervical, thoracique, lombaire, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Là, je vais le faire juste en noir. Là, je ne vais pas distinguer tout, ça va être trop long. Mais la même chose. Donc, toujours la même structure. Mettons, c'est T3. Là, je fais T4 qui est en dessous. T4, toujours la même chose. Les deux racines. Je fais quoi? OK, à partir d'ici, c'est le rameau ventral avec les différentes branches. Ici, vers l'arrière, le rameau dorsal. OK? Donc, il faut que vous soyez capable de vous situer. Et c'est tout simplement ça. Hein? Si je parle de rameau ventral, vous savez que c'est la partie la plus éloignée du nerf spinal. Donc, on est plus éloigné de la moelle épinière. On va vers l'avant, vers les membres. Vers l'arrière, vers le dos, c'est le rameau dorsal. La portion la plus proche de la moelle épinière, mais qui est encore mixte, avec les 4 types d'axones. On va parler ici de nerf spinal, et quand on les divise en deux racines, dorsale ventrale. Et c'est tout. Je veux que vous ayez cette image-là, parce qu'éventuellement, un peu dans mon cours, mais beaucoup plus quand vous allez avancer, au cours de votre formation, mais vous allez voir, là, on peut avoir des lésions dans un nerf, dans des plexus, que je vais vous parler dans 2 secondes, qui est un mélange de rameaux ventraux entre les différents rameaux ventraux des différents nerfs. On verra ça dans 2 secondes. Vous avez des problèmes au niveau des rameaux dorsaux, au niveau des racines, nerf spinal, et évidemment, les lésions cliniques, les signes cliniques suite à une lésion, pardon, ben, vont amener différents effets chez la personne. Mais pour les expliquer, je l'ai fait un petit peu tantôt, on en fera de plus en plus au cours des capsules, mais il faut savoir où on est situé, à quoi ça sert, où on est situé, et là, on va comprendre. Et quand je vous disais tantôt que c'est juste des points d'entrée, c'est très vrai pour les nerfs spinaux, ça va être la même chose pour la moelle. Si j'ai une lésion en haut ici, puis c'est toute la moelle qui est brisée, puis je m'en viens ici plus bas, ben, ça va avoir un autre effet. Dans la deuxième capsule, la prochaine, on va parler de faisceau puis de tractus, mais c'est tous les axones, parce que là, évidemment, on se connecte, mais qu'est-ce qui arrive après dans la moelle? Bien, on va voir qu'il y a d'autres axones qui passent dans la moelle, qui ont différentes fonctions, et là, selon laquelle je vais briser, on va avoir d'autres effets. Donc, c'est assez simple. Je brise les structures au niveau du nerf spinal, je brise la moelle ou je brise le cerveau. Vous finissez de faire le tour de tous les problèmes neurologiques possibles, là, en termes d'accident de la route, exemple. On ne peut pas briser d'autres choses. C'est la moelle, c'est le cerveau ou c'est les nerfs spinaux avec leurs différentes composantes de couleurs que je viens de faire. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il y a bien d'autres maladies, bien sûr. Tu peux faire un AVC au cerveau, tu peux faire une hémorragie cérébrale, tu peux faire une tumeur au cerveau qui va amener d'autres causes médicales, mais l'effet est pareil. Que tu as une hémorragie cérébrale puis que tu abîmes la région visuelle, hein, l'air visuel, tu es aveugle, tu as une tumeur.
dans la même région. Tu es aveugle, peu importe, elle ne fonctionne pas. Tu as un accident de la route, puis on brise la racine dorsale ici, c'est une chose. Tu as une infection, on a de l'inflammation, c'est une autre. Peu importe la cause. Tu as une tumeur qui vient comprimer ici, peu importe la cause. Si la racine dorsale ne marche pas, c'est le même effet. Tu as une multitude de causes médicales, mais en fait, les effets vont venir au même. Une dysfonction de cette portion-là entraîne quoi? Ce qu'on a fait un petit peu tantôt. Donc maintenant, ce que je veux qu'il soit très clair, c'est d'avoir une espèce d'image avec les mots. Donc, et je sais que rameau ventral, nerf spinal, d'habitude, vous êtes bon avec nerf spinal, les deux racines, leurs fonctions respectives, mais quand vous arrivez dans le rameau ventral, des fois, ça vous mélange. Donc, tant que vous comprenez c'est un prolongement qui fait différentes branches comme ça, c'est une chose, et que plus tard, ça devient des nerfs pour l'ensemble de votre corps, c'est parfait. Okay? Donc, je ne vous en demande pas plus. Ici, j'ouvre une petite parenthèse avec une particularité. Les nerfs intercostaux, okay? Donc, souvent, c'est le terme qu'on va utiliser. C'est relativement simple. Inter veut toujours dire entre, costaud, les côtes. Donc, c'est les nerfs entre les côtes. Donc, évidemment, mettons, j'ai une côte ici au niveau de la cage thoracique, une deuxième, ben, j'ai des nerfs intercostaux, donc des nerfs spinaux un peu particuliers qui vont se faufiler entre les côtes et qui vont même adopter une trajectoire courbe. Hein? C'est pour ça qu'on les distingue un petit peu. On voit qu'ils viennent comme ça, là, suivre, épouser la forme des côtes au niveau de la cage thoracique. Et ces nerfs intercostaux, qu'est-ce que ça constitue, en fait? Ben, c'est les rameaux ventraux que je vous expliquais, okay, à la dernière diapo, de certains nerfs spinaux. Pas toute la gang. Ceux qui vont être au niveau de la région thoracique, donc le thorax, vous savez c'est quoi? Les côtes, évidemment, donc ça correspond à peu près à la hauteur de la moelle épinière thoracique, plus particulièrement les nerfs spinaux T1 à T11. Ces nerfs spinaux, quand ils vont, c'est toujours la même chose, des nerfs spinaux, ils ont donc une racine dorsale, une racine ventrale, un ganglion spinal, tout ce qu'on a vu. Ils ont des rameaux dorsales aussi. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le prolongement du nerf spinal. Quand ce prolongement deviendra un rameau ventral, bien, l'ensemble des 11 rameaux ventraux, donc le rameau ventral de T1, T2, etc., va former chacun un nerf intercostal. Donc, dans ce cas-ci, ici, ouais, j'ai le nerf spinal et tout, mais aussitôt qu'on s'éloigne, ben, ça devient un rameau ventral, et le rameau ventral va porter le nom de nerf intercostal. Donc, il n'y a pas grand-chose à savoir, en fait. C'est des nerfs qui vont se situer entre les côtes, qui vont donc innerver cette portion thoracique au niveau du thorax. Puis, c'est simplement la partie ventrale, donc le rameau ventral, comme on a illustré au dernier dessin, de certains nerfs spinaux. Donc, c'est évidemment pas les 31, c'est simplement les thoraciques 1 à 11 qui vont se transformer en nerfs intercostaux. Donc, c'est très, très simple. Beaucoup plus important, parce que c'est le concept dermatome. Okay? Dermatome, vous allez voir, c'est important dans le monde médical parce que, en fait, pour deux concepts, il y a une notion de diagnostic médical qui est très, très important pour vous autres dans le domaine biomédical, puis aussi un concept relié à la douleur projetée que vous allez étudier en détail probablement en soins infirmiers. On va en reparler dans la session plus en détail aussi. Je vais juste le mentionner rapidement aujourd'hui. Mais la première chose, première étape, c'est de comprendre très bien c'est quoi un dermatome. Donc, je me colle à la définition du livre ici, mais pour moi, ça me manque. Je vais le faire ajouter, là, il manque une nuance importante pour moi. Donc, un dermatome, on vous dit littéralement, c'est une région cutanée précise innervée par un seul nerf spinal. Premièrement, innervé, c'est un mot que j'utilise à outrance, puis que vous allez lire partout dans le livre et tout, puis vous ne savez jamais qu'est-ce que ça veut dire. Je ne demanderai jamais ça à l'examen, la définition d'innervé, mais on utilise ce terme-là, donc vous devez savoir. Innervé, ça veut juste dire qu'il y a un effecteur, un muscle, une glande, un organe, peu importe, qui est branché sur un nerf. Okay? Donc, exemple, le muscle de mon bras, le biceps, il est innervé, c'est-à-dire qu'il y a un neurone moteur, un nerf moteur qui est branché sur le muscle de mon bras pour le faire bouger. Si je n'ai pas d'innervation et j'ai perdu l'innervation, ça veut dire qu'il n'y a plus de nerf sur le muscle est paralysé, il ne bougera plus. Donc, en fait, on veut que l'ensemble des organes, des muscles, des glandes qui sont innervées, le reste. Okay? Ça veut juste dire un organe, un muscle qui est contrôlé par un nerf. Ça serait une définition simple que vous pouvez garder en tête. Cutané veut dire peau. Donc, quand je traduis ça, un dermatome, c'est une région de la peau très spécifique qui est contrôlée par un nerf spinal. Un seul nerf spinal. Mais ce qui m'achale, il manque un mot important ici. Dermatome, c'est une fonction sensitive. Donc, moi, je vais modifier un petit peu. Là. Ça n'a rien à voir avec le fait de bouger un bras ou pas. Okay? C'est vraiment une fonction sensitive. Fait qu'un dermatome, vous allez rajouter ça dans vos notes, c'est une région cutanée
précise qui est innervée par, et c'est là que je fais un changement, la portion sensitive d'un nerf spinal spécifique. Ou un seul nerf spinal, c'est la même chose. C'est un petit changement, mais il est important. Okay? Donc, ce qu'on comprend, encore une fois, c'est pas d'apprendre ça par cœur, c'est de la visualiser, de la comprendre. Ça veut dire que chaque partie de ta peau, de la tête aux pieds à peu près, là, est contrôlée par un nerf spinal, en particulier en termes sensitifs. Je parle pas de moteur, c'est autre chose. Et c'est peut-être pas trop clair, mais ça va le devenir à la prochaine diapo avec le schéma. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les nerfs spinaux, à part d'une exception, le nerf spinal cervical 1, lui, il n'est pas associé à un dermatome. Mais tous les autres, donc les 30 autres qui restent, sont tous associés à un dermatome. Fait que le T1, le L1, le C5, peu importe, les 30 nerfs spinaux restants, pour leurs axones sensitifs, vont contrôler un dermatome ou une région spécifique de la peau. Et si vous avez une sensation tactile de toucher, exemple, à cette région précise de la peau, ben, il y a un dermatome qui est activé. En d'autres mots, l'information va partir d'un récepteur, va remonter par un nerf spinal en particulier. Et voilà. Et c'est très important au niveau diagnostic parce que ça nous permet de détecter quel nerf spinal peut être abîmé ou non, ou qu'il y a une lésion. OK? Alors, je vous montre ça sur le dessin. Ben, en fait, ce que je viens de dire, c'est écrit ici. Ça nous permet d'indiquer une lésion. Donc, suite à un accident de la route, comme je disais tantôt, ben c'est vraiment facile. Déjà, sans avoir fait de radio ou d'analyse poussée de laboratoire, peu importe, un petit crayon ou un petit stylet, quelques questions à la personne. Tantôt, je vous ai déjà montré que vous étiez capable de déterminer si c'était la racine dorsale ventrale qui est touchée. Puis, en plus, je vais être capable de vous montrer quel nerf spinal dans les 31 pourrait être impliqué. Puis, le concept de douleur approchée, j'en parlerai après. Okay? Donc, voici ce que j'essaie de vous expliquer, mais en dessin. Première des choses, jamais je vais vous demander de retenir par cœur, exemple, le bras est contrôlé par quel nerf spinal, quel dermatome. Ne m'intéresse pas. Ce genre de schéma-là, ça se trouve dans n'importe quel livre de bio et tout, puis vous pouvez référer. Donc, en fait, vous pourriez, à la limite, avoir un dessin comme ça dans le livre, poser des questions à votre patient et être capable, même si vous n'êtes pas médecin, puis même si ce n'est pas votre job, c'est juste pour s'amuser, mais c'est juste pour vous montrer une implication qui est intéressante, simplement en vérifiant. Mettons, le médecin il pense que c'est la L1 qui est brisée. Tu peux vraiment vérifier, voir si elle est dans le champ ou pas facilement. Je vous donne un exemple. Lui, suite à une maladie ou un accident, on va dire qu'il y a un nerf spinal qui est touché, mais tu ne sais pas lequel. Il y en a-tu 3, il y en a-tu 4, peu importe. Donc, on parlait de fonction motrice tantôt, mais là, c'est un dermatome, donc c'est juste sensitif. Donc, exemple, le toucher. Mettons, si ton patient est ici, puis là, tu dis, monsieur, regardez de l'autre côté, pas qu'il voit, là. Puis là, vous me dites si vous sentez la pointe de mon crayon ou non. Donc, mettons que tu commences à toucher ici. Est-ce que vous sentez? Oui. Vous sentez? Oui. Vous sentez? Parfait. Donc, là, tu as fait 3-4 places. Ça veut dire quoi? C'est que toute la région L3, c'est-à-dire le nerf spinal lombaire 3, c'est lui qui contrôle. On ne le voit pas ici, hein, que ce soit sur l'avant de l'arrière, c'est la même chose, mais imagine-toi la moelle épinière. Donc, il y a un nerf spinal comme ça. Donc, c'est pas le nerf spinal, mais tu as un récepteur ici, tu en as un autre ici, parfait. Puis là, tu as différents nerfs, différentes portions de nerfs, différents embranchements qui s'en viennent se connecter ici. Le rameau ventral, mais quand j'arrive ici avec les deux racines qui s'en vont sur la moelle épinière, ben, c'est correct. Mais quand j'arrive ici au niveau du nerf spinal, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tous les embranchements, puis les nerfs, puis les parties ici vont toutes fusionner éventuellement dans le même nerf spinal. En d'autres mots, le L3 contrôle toute la région ici. Le nerf thoracique plus bas, L4, lui, c'est une région plus basse. La jambe, le L5 un peu plus bas. Sacral 1, ben, on est rendu au niveau du pied. Si je regarde thoracique 1, 2, 3, ben, comme je disais tantôt, c'est des nerfs spinaux qui sont plus hauts dans la moelle, donc on s'occupe plus du haut du corps. Et en d'autres mots, ce que je viens de dire, c'est un concept simple. C'est quand vous voyez des lettres comme ça, ben, c'est des dermatomes, donc région cutanée de la peau, en termes de sensibilité, qui est contrôlée par un seul nerf spinal. Donc, je reviens à mon exemple. Tu veux savoir si c'est, au point de vue neurologique, s'il est affecté, ton patient, ben, tu touches et dis oui, c'est beau, un peu partout, mais tu restes toujours dans la région de la jambe interne, ici, extérieure, peu importe, mais toujours dans la région du L3. Là, tu remontes ici, tu touches, sans rien. OK? Tu vas à L1? Oui. Donc ici, ça ne marche pas. Là, tu contre-vérifies à différents endroits. Il ne sent pas ton crayon, mais il sent toujours L3, L1 puis le reste du corps. Donc, tu peux dire
que le L2 est affecté. Le nerf spinal L2 est affecté. Si c'est la même chose pour L1, L2, L3, ben là, c'est tout le haut de la jambe qui ne fonctionne pas. Ben là, tu sais que la lésion est plus importante. Puis, il y a plusieurs nerfs spinaux qui sont abîmés. Et c'est pour ça que c'est si important, les dermatomes. C'est que très rapidement, sans analyse poussée, tu es déjà capable d'avoir une idée à quelle hauteur puis quelle section des nerfs spinaux de la moelle épinière peut être abîmée. Okay? Donc ça, c'est l'aspect clinique important. Donc, déjà, il faut être capable de m'expliquer dans vos mots c'est quoi la définition de dermatome, un peu ce qu'on a fait, et de m'expliquer un petit peu comme ça pourquoi c'est intéressant en termes cliniques. Puis, évidemment, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur tout ça, mais toujours ce que j'ai dit en début de capsule, je veux que tu sois à l'aise avec la hauteur. Donc, les chiffres. Fait que tu sais, exemple cervical, j'ai dit tantôt, c'est vraiment le haut du corps, des épaules, du cou. Thoracique, les chiffres inférieurs, les premiers chiffres, on est dans le haut de la poitrine. Si je descends à partir de 8 à 12, même si tu ne sais pas quand on a 12 ou 11, c'est pas grave, mais les plus gros chiffres, on est plus vers le bas, de la région thoracique. Les L, ben, tu es lombaire, donc tu es rendu au niveau des jambes. Et les L, ben, plus qu'ils sont petits, plus tu es dans le haut de la jambe, puis plus tu descends. Exemple, les derniers, 4, 5, ben, tu es en bas de la jambe. Sacral, ben, essentiellement, c'est souvent un rôle au niveau génital, sacral 2 et 3, mais il y a quand même le premier sacral qui vient comme ça au niveau des pieds. Mais en gros, tu vas être capable de te situer à peu près. Puis c'est ce que je m'attends d'un infirmier ou d'une infirmière. C'est peut-être pas précisément que c'est L2 ou L3, mais si les lombaires 1, 2, 3 sont touchés, tu t'attends qu'il y ait un problème moteur ou sensitif au haut des jambes. Exemple. Cervical, tu es en haut complètement. Donc ça, je m'attends que tu sois capable de faire ça à l'examen. Si je vous dis, exemple, le C3 est touché, qu'est-ce qui ne marchera pas? Ben, au niveau du cou musculaire ou sensitif. Puis si tu vois le mot dermatome, ben, on est juste en sensitif ici. Donc ça, c'est la première application. La deuxième application intéressante, c'est en fait la douleur projetée. Donc là, je rouvre une parenthèse rapide. Je ne veux pas trop entrer en détail là-dessus. On va en reparler dans la session en temps et lieu. Donc, ce n'est pas le gros concept, mais vu que c'est écrit sur la diapo, je vais quand même prendre 2 secondes pour l'expliquer. La douleur projetée, c'est relié au dermatome et vous allez beaucoup utiliser ça de façon plus ou moins constante dans votre travail. Je vous donne un exemple de la douleur projetée. Il y a des gens qui vont avoir des douleurs au niveau de l'épaule droite, en haut de l'épaule droite, sur l'épaule droite, au cou, côté droit. C'est souvent relié à des problèmes de foie. Puis là, il faut faire attention, tu peux avoir mal l'épaule droite, c'est juste musculaire, puis il y a plein d'autres causes. Mais ça, c'est un exemple de douleur projetée. Ou un exemple encore plus simple que tout le monde connaît souvent, c'est les maladies cardiaques qui sont extrêmement fréquentes au Québec. Puis là, fais attention, des fois, une crise cardiaque, c'est asymptomatique. Le patient n'aura même pas de symptômes, puis il ne sait même pas qu'il fait une crise cardiaque, un infarctus. Okay? Mais il y a certains symptômes parfois, et là, un des symptômes qui revient de temps en temps, puis qui est bien connu, c'est que tu fais une crise cardiaque, exemple la coronaire, c'est une artère est bouchée, le sang passe de façon intermittente au cœur, les myocytes commencent à mourir, ça ne fonctionne pas, tu as des douleurs au niveau de la poitrine, serrement, peu importe, OK. Mais c'est quoi un symptôme clé? C'est le bras gauche. On sent un engourdissement, des douleurs au niveau du bras gauche, puis le droit est beau. Puis des fois, on va dire ça, vous avez des douleurs, serrement de poitrine, douleurs à main gauche, au bras gauche, pardon, et tout, peut-être un truc cardiaque. C'est le bras droit, on ne pense pas à ça. Puis là, on fait attention, tu peux avoir des problèmes au bras gauche, un serrement de poitrine, ça n'a rien à voir. Mais des fois, ça arrive. Et c'est quoi le lien avec le dermatome? Ben, c'est ça de la douleur projetée. Parce que là, je pose la question, si ton cœur est en train de faire une crise cardiaque, le problème biologique est au niveau du cœur, je disais l'artère bloquée tantôt, le bras gauche n'a rien à faire de ça, là. Même si tu sens de la douleur au niveau de ton bras, ça n'a aucun rapport, le bras gauche, ça n'a aucun rapport avec la crise cardiaque. C'est une douleur projetée. D'un point de vue de biologiste comme moi, c'est une erreur de la nature, c'est comme une illusion. Okay? C'est un mauvais fonctionnement du cerveau qui est un peu confus. Mais pour un travailleur médical, un professionnel de la santé comme toi, cette erreur biologique devient intéressante en termes diagnostiques. Et je m'explique. Douleur projetée, c'est simplement une douleur, une sensation qui est ressentie à d'autres endroits plus loin dans le corps que le lieu problématique. Exemple, le cœur, tu as un problème au niveau du cœur, mais ça se ressent dans le bras. C'est de la douleur projetée, c'est plus loin. Quand je te parlais d'illusion et tout, ben, on revient avec les rameaux ventrales. Là, je fais quelque chose qui est faux en termes de réalisme biologique, c'est juste pour vous expliquer. De façon simple. Mettons cœur, bras gauche. On a vu racine dorsale, ventrale, nerf spinal. Puis là, on a vu qu'on faisait des rameaux ventraux, vous vous souvenez, puis qui peuvent faire différentes branches, puis différents nerfs.
exemple, je dis ça au hasard, mais mettons que c'est la T1. OK? Mettons que c'est le nerf spinal thoracique 1. Bien, il y a une des branches, exemple, on peut faire d'autres petites branches ici, nerveuses, qui va contrôler le cœur en termes de sensation. Je suis dans un dermatome, donc c'est toujours le toucher, la douleur, donc tout ce qui est perceptible comme ça, sensitif. Mais ce rameau ventral fait d'autres branches qui vont aller ailleurs dans le corps. Exemple T1, on voit que ça peut être dans la région cardiaque, mais ça peut être à l'intérieur du bras et tout ça. Donc, imaginez-vous qu'une de ces branches-là, qui vient se brancher sur le bras gauche, j'ai une autre branche qui s'en vient sur le cœur. Si je refais mon dessin en gros ici, là, très simplifié, c'est des multitudes d'embranchements, mais mettons que j'en fais juste 2. OK? Mettons que je fais une branche qui va vers le cœur, puis j'ai une branche qui va vers le bras gauche. Mais tout converge vers le même nerf spinal, on va dire T1. Okay? C'est pas un retenir, là, je dis ça de même. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est là que je disais qu'il y a une illusion du cerveau. Le cerveau, lui, il est branché, il y a comme une carte anatomique dans le cerveau, dans une partie du cerveau, qui va détecter tous ces nerfs. En fait, il est capable d'interpréter l'information sensitive en provenance des 31 nerfs spinaux. Sauf que, difficile pour lui de savoir quelle multitude de petites branches. Donc, les petites branches associées au rameau ventral, c'est pas lui analyse ce qui arrive par le tronc commun ici, qui est le nerf spinal. Donc, exemple, je fais un X ici pour une crise cardiaque. Le cœur ne fonctionne pas. Donc, les sensations de douleur vont passer comme ça ici, par cet embranchement-là, et finit par gagner le T1. Okay? Sauf que les autres branches comme ça, le bras fonctionne super bien. Les autres organes, mettons qu'il y a un autre organe ici, c'est correct. Tout ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui arrive, c'est qu'on va prendre le même chemin. OK? Donc, en provenance de l'organe, les influx nerveux en provenance du bras, et on arrive comme ça par le même tronc commun qui est la T1. Le cerveau ne comprend pas. Il ne sait pas quelle branche qui est impliquée. Tu n'as pas un problème dans tous ces organes-là, ces membres-là. Donc, oui, c'est une crise cardiaque, mais lui, dans certains cas, il va interpréter ça, vu que ça arrive par le même tronc, bien, tous les branches ne fonctionnent pas. Donc, tu vas avoir la fausse impression d'avoir de la douleur dans le bras, exemple, en plus du cœur, alors que le bras fonctionne bien. Ça explique, exemple, qu'on ressent souvent des douleurs au niveau du bras gauche. C'est mon exemple de foie, de crise cardiaque. Il y a plein de patterns comme ça de douleurs projetées que vous allez apprendre en soins, que vous allez associer ces symptômes de douleur-là projetés à des diagnostics de maladies. Vous vous basez là-dessus des fois pour « Ah, ben ça pourrait être tel problème ». Des crampes abdominales extrêmement fortes qui rappellent des contractions de l'accouchement, ben c'est un problème de vésicule biliaire. Pas toujours, mais ça peut. OK? Donc, vous allez apprendre ça. Mais biologiquement parlant, c'est une illusion, une erreur du cerveau qui interprète mal ces dermatomes. Il va associer en fait la douleur à tous les éléments qui se trouvent dans le même dermatome. Donc, exemple T1, bien, tous les éléments au niveau T1, si ça inclurait le cœur, par exemple, ou un autre organe, bien, c'est l'ensemble des organes contrôlés par T1 qu'on va interpréter ça d'un point de vue sensitif. Donc, les dermatomes, là, vous connaissez une définition. Vous avez compris tantôt que la première fonction, c'est la valeur diagnostique. Donc, vous pouvez déterminer avec précision quel nerf spinal ne fonctionne pas. Je vous ai donné un exemple. Mais en plus, avec le concept de douleur projetée, bien, dans certains cas de maladie, il y en a peut-être une dizaine qu'on connaît des douleurs projetées comme ça, bien, c'est peut-être une erreur d'interprétation du cerveau. Mais pour le même dermatome, on peut associer cette fausse interprétation du cerveau à certaines maladies. Donc, ça a un double intérêt diagnostique pour vous autres. Okay, dernier concept qui va terminer cette capsule, c'est le concept de plexus nerveux. Je l'ai un peu rapidement, j'ai survolé un peu le concept, mais là, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, un plexus nerveux, en fait, c'est, comme je le disais, là, c'est les rameaux ventraux des différents nerfs spinaux. Et en fait, tantôt, je vous ai présenté un rameau ventral pour un nerf donné, mais il faut comprendre que si je prends un groupe de 4-5 nerfs spinaux qui sont situés près l'un de l'autre, mais leurs propres rameaux ventraux vont se mêler ensemble et les embranchements formés par le rameau ventral d'un nerf donné va venir se mêler avec les rameaux ventraux du nerf ventral suivant et ça forme comme une grosse masse, un peu comme une toile d'araignée, puis évidemment la toile d'araignée étant les différentes fibres nerveuses. Ces plexus-là vont agir un petit peu comme des centres de contrôle. Hein. C'est comme des mini-centres de contrôle qui vont contrôler en termes de sensibilité ou moteur différentes régions de votre corps. Et essentiellement, les principaux plexus qui vont être à l'étude sont ici. Donc, il y en a 4, plexus cervical, brachial, lombaire et sacral.
je vais vous montrer pour chacun des plexus, en fait, je vous demande 2-3 choses pour l'examen. Pour chacun des plexus, me dire le rôle général. Donc, le plexus cervical, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il fait, puis où il est situé à peu près. Donc, évidemment, le plexus cervical est situé beaucoup plus haut que le plexus sacral. Hein? On commence à être familier avec ces termes-là. Et pour chacun de ces plexus-là, de ce mélange de rameaux ventraux, il va y avoir différents nerfs clés qui vont partir, si vous voulez, de ces rameaux ventraux, qui vont soit amener de l'information motrice ou récupérer de l'information sensitive, mais ils vont se projeter, ces nerfs-là, dans différentes sections du corps. Donc, la deuxième chose que je vais vous demander, c'est que pour l'ensemble des plexus, je ne vais pas vous faire apprendre tous les nerfs de chaque plexus, mais il y en a un que je vais choisir, en particulier un ou deux par plexus, qui sera plus important pour différentes raisons, hein, parce qu'on les voit plus souvent dans le milieu médical ou peu importe. Et ces nerfs-là sur lesquels je vais focusser, il faudrait être capable de me dire à quel plexus il est rattaché puis c'est quoi sa fonction, ou les petites particularités que je vous expliquerai pour chacun de ces nerfs. Et c'est tout ce que je vais faire dans les prochaines secondes, et ensuite, la capsule sera terminée. Donc, plexus ventral, plexus nerveux avec les rameaux ventraux, si je vous les présente ici dans ce schéma de concept, j'ai déjà encadré les nerfs que je vais vous parler dans les prochaines diapos. Donc, on a un plexus, exemple, le plexus cervical, le nerf que je vais parler, le nerf phrénique, donc il faudra savoir sa fonction, je vais vous le dire dans quelques secondes, et il faudrait être capable de me dire qu'il fait partie du plexus cervical. C'est les deux types de questions que je peux vous demander. Le nerf médian, je vous demande le plexus, vous allez être capable de me dire tantôt que c'est le brachial, sa job. Puis je vous demande tout ça pour les quatre nerfs encadrés ici. Et ici, on vous remonte la définition. Donc, si on le refait en dessin rapidement, là, moelle épinière, tantôt, j'avais fait ça simple pour un nerf. Mais là, la différence, je vais le faire pour plusieurs. Puis ensuite, je vais vous montrer les vrais dessins. Exemple, j'ai 3 nerfs spinaux ici. Okay, donc, on reconnaît les racines. Mettons, je fais une ligne imaginaire ici pour diviser le nerf spinal. Donc, dans cette section-là que je pointe, j'ai 3 nerfs spinaux. Donc, nerf spinal 1, 2, 3, avec leur propre racine, moelle épinière. Maintenant, pour le nerf numéro 1, l'autre côté de ma ligne, ici, ça serait le rameau ventral du nerf, mettons, numéro 1. Mettons, c'est le T1, T2, T3. Okay? Donc, c'est 3 nerfs spinaux, ce qu'on va faire. Mais c'est quoi un rameau? C'est simple. Là, je vous ai montré les rameaux ventraux en vous disant que c'est un prolongement du nerf spinal. Maintenant, ce que je rajoute pour la notion de plexus, en fait, c'est tout simplement qu'exemple, le rameau ventral de T1 va faire différentes branches comme ça. Et le rameau ventral de T2 va faire d'autres branches qui vont venir s'attacher comme ça ici. T3 peut venir se connecter comme ça ici. Et là, c'est là qu'on vous dit que le plexus, par exemple le plexus cervical, brachial, peu importe, forme une espèce de grosse masse comme ça, où l'ensemble des rameaux ventraux forment comme une toile d'araignée, hein, si vous voulez. Donc, ces 3 rameaux ventraux-là, de ces 3 nerfs spinaux, avec chacun de leurs embranchements, forment une espèce de réseau complexe de conduction. Et je pourrais les encercler en pointillés comme ça, pour vous dire que cette masse-là, c'est un plexus. Ceux qui aiment avoir des définitions claires, on pourrait dire qu'un plexus, qu'il soit cervical, brachial, peu importe, c'est la même définition. Un plexus, c'est un ensemble de rameaux ventraux qui se mêlent ensemble, et ces rameaux ventraux appartiennent à plusieurs nerfs spinaux. Généralement, évidemment, c'est les nerfs spinaux qui sont près l'un de l'autre. Fait que si je parle des thoraciques 1, 2, 3, les lombaires 1 ne peuvent pas faire partie de ce plexus-là. Puis ça sert à quoi? C'est pas écrit dans vos notes, mais un plexus comme ça, exemple cervical, c'est un petit centre de contrôle qui va s'occuper du haut du corps. Brachial, c'est un petit centre de contrôle qui va s'occuper des bras, brachial. Puis lombaire, on est plus bas, évidemment. OK, donc ça, c'est le concept général. Si je regarde plus en détail, donc je vais reprendre chacun de ces plexus-là pour les étudier. Alors, ce que j'ai tenté de dessiner, vous l'avez pour vrai dans la vraie vie ici. Pour qu'on se situe, là, ils ont mis les vertèbres, fait que le nerf spinal avec les racines dorsales, ventrales, des fois, vous ne les voyez pas, puis ça vous insécurise. C'est juste que la vertèbre est par-dessus, on les cache. Hein. Il y a un espace ici, un foramen, on passe à l'intérieur. Imaginez-vous que la vertèbre n'est pas là, on verrait racine dorsale, ventrale. Et ce qui est en orange comme ça ici, c'est le rameau ventral, exemple du C3. Nerf spinal C3, pour imaginer les racines ici,
nerf spinal, puis aussitôt que je quitte les vertèbres, là, je parle de rameau ventral. Et ce rameau ventral va se prolonger comme ça, va faire différentes branches, va venir se mêler avec les rameaux ventraux, les embranchements du rameau ventral de C2, C5, etc., ce qui forme une espèce de grosse masse comme ça ici, qui est le plexus, dans ce cas-ci, cervical. Maintenant, je ne vous ferai pas tout apprendre ça, mais ce que vous voyez maintenant, ce qui va sortir de cette masse-là, c'est différents nerfs. Okay? Donc, les nerfs qui vont aller contrôler différentes régions de votre corps. Il y a le nerf hypoglosse, il y a l'occipital, tout ça. Donc, on est quand même au niveau de la tête ici. Hypoglosse au niveau sur notre crâne, il y a au niveau de la langue, etc. Et on va faire comme ça différents nerfs qui vont se promener un petit peu partout. Ça, c'est pour le concept général. Maintenant, plus précis au cervical, qu'est-ce que je veux que vous me dites? Bien, évidemment, vous le situez. Hein? C'est C1 à C5, donc on est très haut. Okay? Donc, on le voit ici, on est au niveau du cou. Hein? Donc, c'est le plexus qui est le plus haut, qui est comme point de centre de contrôle. Et essentiellement, il y a une fonction sensitive et motrice, comme la plupart des plexus. Et dans ce cas-ci, on va s'occuper précisément du haut du corps. Donc, les sensations tactiles, de douleur, de température, peu importe, au haut du corps et musculaires au haut du corps, plus particulièrement au niveau de la peau et des muscles au niveau du cou. Pour la plupart, il y a des exceptions au niveau de ce nerf-là, mais généralement, on est vraiment là, donc vraiment dans cette région ici du haut du corps. Donc, ça va bien. Le plexus cervical, évidemment, s'occupe du cou, du haut de, même le haut des épaules et tout, en termes de sensitif ou moteur. Le nerf que je vais vous parler, plus particulièrement, donc tout ça, c'est pas à l'étude, mais celui que je vais vous parler un peu plus, que je veux que vous sachiez, c'est le nerf phrénique. Donc, votre première job, vous êtes capable de me dire que le nerf phrénique appartient au plexus cervical. Et l'autre chose que je vous fais réaliser, donc ici, on a une vraie image, hein, donc des différents nerfs, et en jaune, on peut deviner ici un peu le plexus cervical avec certains des rameaux ventraux là, qui communiquent ensemble. Et le nerf phrénique est illustré ici, je l'encercle, c'est celui qui est en jaune ici. Donc là, exceptionnellement, je vous disais que le rôle du plexus cervical, à savoir pour l'examen, on s'occupe de la peau du cou, des muscles du cou, en termes de sensibilité au moteur, parfait. Mais le nerf phrénique, c'est un peu une exception. Il est associé au plexus cervical, mais il va descendre jusqu'à la grande bande en mauve que vous aviez vue en dissection. Hein, en fait, c'est le muscle, le diaphragme que vous aviez vu chez le rat. Donc, c'est un muscle respiratoire, le diaphragme, qui est extrêmement important. Donc, en fait, le nerf phrénique va contrôler une partie de la respiration, justement en contrôlant la contraction ou le relâchement du diaphragme, qui est un muscle respiratoire, évidemment. Vous verrez le fonctionnement de ce muscle-là en détail à la session prochaine avec les mécaniques ventilatoires, mais là, vous comprenez un peu le rôle. Donc, plexus cervical, le rôle dans la respiration en contrôlant le diaphragme. Il y a une particularité médicale, je vous en parle du nerf phrénique parce que vous allez en entendre parler probablement, surtout si vous travaillez en cardio. C'est une particularité qui va peut-être revenir dans votre travail. Quand on fait des chirurgies à cœur ouvert ou cardiaque, dans certains cas, vous remarquez ici que les deux nerfs phréniques, le droit et le gauche, passent très proche du cœur. Hein? On voit ici, il passe proche du cœur et il s'en va comme ça au niveau du diaphragme qui est ici. Et ce qui arrive, c'est que quand on fait une chirurgie cardiaque, parfois, même si on fait très attention, par erreur, le chirurgien peut, en voulant opérer le cœur, au niveau du cœur ou les vaisseaux, peu importe, sectionner une partie ou abîmer une partie du nerf phrénique. Il y a des gens qui sont nés avec un nerf phrénique qui est plus près du cœur que d'autres, puis il peut avoir des particularités anatomiques qui fait que ça complexifie l'opération, et beaucoup de graisse, de tissu, tout ça. Bon, des fois, on peut échapper, puis on coupe. Je ne dirais pas que ça arrive tout le temps, mais c'est une erreur relativement fréquente que vous pouvez entendre parler. Puis évidemment, si on abîme le nerf phrénique de façon sérieuse, ben ça peut amener des problèmes respiratoires ou abîmer ou empêcher le contrôle du diaphragme. Donc c'est pour ça que je vous en parlais. C'est un nerf comme ça qu'on va entendre parler des fois dans des impacts médicaux comme ça en termes de cardio. Alors qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec le cœur. Hein. On contrôle la respiration, mais c'est au cours des chirurgies. Donc, je le mentionnais en passant, mais ce qui est important, évidemment, c'est de l'associer au plexus cervical et comprendre qu'il contrôle une partie de la respiration avec le diaphragme. Le deuxième plexus, c'est le plexus brachial. Donc, évidemment, bras pour brachial. C'est donc déjà sa fonction, toujours sensitive ou motrice, mais évidemment, on va contrôler les muscles au niveau du bras.
donc réponse motrice, ou encore percevoir les informations sensitives au niveau du bras. Donc, évidemment, les plexus, tantôt je vous ai bien dit, là, c'est l'enchevêtrement de rameaux ventraux. Mais ce que je n'ai pas dit clairement, vous deviez le déduire, là, mais si c'est moteur, évidemment, bien, les influx peuvent circuler dans un sens, mais on a aussi des axones, dans ça. C'est pas tout le cas de tous les nerfs nécessairement, mais il y a des nerfs mixtes, sensitifs ou moteurs, mais ceux qui sont mixtes, on peut fonctionner dans les deux sens. Et ceux qui sont spécialisés, ben, s'ils sont juste sensitifs, on monte vers le haut, puis si c'est moteur, on descend évidemment. Donc, pour informer l'encéphale ou pour émettre une réponse musculaire sur un membre, par exemple. Toujours la même logique. Évidemment, ce n'est plus les mêmes nerfs spinaux, donc c'est avec les rameaux ventraux des nerfs spinaux un peu plus bas. Il y a encore les cervicaux, mais c'est les derniers. Hein. Là, on n'est pas à C1, à C4, on est plus à C5, C8. Tu ne sais pas exactement si c'est C4, C5, ça limite, ça ne me dérange pas, mais je veux que vous compreniez que les derniers C, donc les derniers nerfs cervicaux, font partie du plexus brachial, alors que si vous avez des petits chiffres, C1, C2, C3, les premiers, vous faites partie du plexus cervical. Et si je vais là à l'examen, ben, je ne prendrai pas des chiffres intermédiaires mélangeants. Ça va toujours être des chiffres extrêmes, les premiers versus les derniers. Donc ça, je veux que vous ayez une idée générale. Le rôle, ben, comme je le disais, c'est au niveau surtout du bras, pour la plupart des muscles qui sont ici. Excusez, des muscles, c'est pas ça que je veux dire du tout, des nerfs qui sont ici, qui contrôlent les muscles du bras ou les sensations du bras, comme je le disais tantôt. Maintenant, tous ces nerfs-là ne sont pas à prendre, sauf un, qui est le nerf médian, que je ne vois pas présentement, que je cherche, mais c'est pas grave, je vais le présenter sur la prochaine diapo. Donc ici, vous voyez le plexus brachial et certains nerfs qui vont quitter ce plexus-là, dont le nerf médian, bien, on doit savoir deux choses. Donc, si je vous demande le nerf médian, quel plexus, vous me dites c'est le brachial, et sa fonction, on le voit ici, c'est un nerf qui quitte le plexus brachial, qui descend tout au long du bras, le bras droit ou gauche, et qui s'en vient comme ça innerver la main. Donc, une partie de la main, il y a plusieurs nerfs qui innervent la main, évidemment, mais il y a une partie de la main en termes de sensations tactiles, toucher au niveau palmaire, la paume, hein, exemple. Donc, on va percevoir cette information-là, donc une fonction sensitive. Fonction motrice importante aussi pour plier les doigts, étendre les doigts, donc fléchisseur, extenseur. Certains des fléchisseurs et extenseurs au niveau des doigts, c'est des muscles en passant. Si on peut retenir, on va étudier les muscles à la fin de la session, mais au moins que vous sachiez les muscles, certains muscles de la main et des doigts vont être contrôlés par le nerf médian. C'est sa fonction principale, extrêmement important parce que il y a une condition très fréquente que vous avez probablement entendu parler qui s'appelle le syndrome du tunnel carpien. Mais c'est un problème au niveau du nerf médian, ce qui est très fréquent. Donc la personne qui souffre de ce syndrome-là va souvent se plaindre de picotement au niveau des doigts, de la main et tout ça. Problème moteur, problème de sensibilité. Et pourquoi on dit que c'est le syndrome du tunnel carpien? Bien, imaginez-vous ici, au niveau de la paume, il y a des tissus conjonctifs, il y a des muscles et tout. Et les vaisseaux sanguins et les nerfs, par exemple le nerf médian, peuvent passer seulement dans ce qu'on appelle le tunnel carpien. C'est un espace vide pour permettre le passage de vaisseaux sanguins et de nerfs. Et le reste, c'est du tissu, c'est de la matière et tout ça, donc ça ne passe pas. Et ce qui arrive avec le temps, suite à différentes conditions, un épaississement, des tissus conjonctifs, accumulation de dépôts de graisse, ou peu importe, de l'inflammation, peu importe, on réduit l'espace ici, on vient comprimer, des fois c'est de l'inflammation, donc ça va enfler, puis on comprime, où il y a des tissus qui s'accumulent, des tissus mous qui s'accumulent, et on vient comprimer le nerf. Donc, c'est une structure biologique comme ça qui vient un peu obstruer l'espace, qu'on appelle le tunnel carpien, la carpe réfère évidemment au poignet. Donc, si je comprime le nerf, bien, les influx nerveux ne passent pas. S'ils ne passent pas, bien, si c'est un influx moteur, bien évidemment, j'ai un manque de dextérité. Si j'ai de la misère à contracter mes doigts, les étendre, les plier. Puis en termes de sensations, il y a peut-être des sensations que je ne percevrai pas. Ça peut être, dans les cas les plus sévères, continuel. Les cas moins graves, c'est parfois intermittent. Mais voilà. OK? Donc ça, c'est une condition très fréquente. Puis pour ceux qui s'intéressent, ben, c'est facile à régler. On fait une petite opération, on vient dégager le tunnel pour limiter la compression du nerf. Donc c'est une petite chirurgie relativement simple. En passant à culture personnelle, symptômes de picotement chez un patient, hein, d'engourdissement, il peut y avoir plein de causes. Mais les deux causes fréquentes, la première chose à penser,
c'est un trouble vasculaire ou neurologique. Vasculaire, exemple, c'est une artère ou un vaisseau sanguin qui est obstrué, le sang passe moins bien, les cellules n'aiment pas ça, donc ça peut faire une sensation de fourmillement, de picotement. Ça peut être, la preuve, vous êtes assis sur votre propre jambe, puis la circulation sanguine se fait moins bien, puis là, vous dépliez votre jambe, puis là, ça picote. Bon, c'est ça. Donc, c'est souvent des troubles vasculaires. Puis l'autre cause très fréquente qui explique la sensation de picotement, c'est neurologique. Donc, exemple, ici, quand j'écrase le nerf médian, peu importe la cause, ben, les influx nerveux sont intermittents, ça passe pas, ce qui donne aussi un sensation de picotement. Donc, c'est généralement, quand quelqu'un se plaint comme ça de picotement, fourmillement, ben, les deux premières choses à penser, trouble cardiovasculaire ou neurologique, puis bon, les causes sont vraiment variées, puis bien sûr, il peut y avoir d'autres causes, mais ça, c'est des éléments qui reviennent quand même de façon assez régulière. Ensuite, plexus suivant, le plexus lombaire. Donc, on descend évidemment. On a commencé avec cervical, brachial. Le plexus lombaire, on est beaucoup plus bas. Donc, on est vraiment au niveau des nerfs spinaux-lombaires, les premiers, donc les 5 premiers en fait. Donc, les rameaux ventraux du lombaire 1 et des autres nerfs spinaux subséquents vont former le plexus. Et dans ce cas-ci, les nerfs qui vont dériver de ce plexus-là, fonction sensitive et motrice encore, va être au niveau de la jambe, généralement le haut de la jambe. Okay? Le plexus lombaire, c'est un mini-centre de contrôle qui s'occupe des cuisses, en fait, généralement. Le premier nerf très important, c'est le nerf fémoral. Donc, fémur, c'est un os qui est très long, un des plus longs de votre corps qui se trouve dans la cuisse. L'artère fémorale, c'est une grosse artère aussi au niveau de la cuisse. Si elle se sectionne, il y a une hémorragie importante. C'est même très risqué pour la vie. Hein, on peut mourir facilement. Donc, ça, l'artère fémorale, vous allez entendre ça dans votre vie. Le fémur, fracture du fémur, bien sûr, le col du fémur et tout ça, vous allez entendre ça. Maintenant, moi, je suis au niveau du nerf. Donc, le nerf fémoral veut dire cuisse, au même titre que l'artère ou l'os. Donc, ça vous situe. Et si on regarde, donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, le nerf fémoral s'occupe généralement, je ne veux pas que vous appreniez les noms de muscles, vous ne les connaissez pas pour l'instant, on va les voir à la fin de la session, donc on s'en parlera rendu là. Mais au moins que vous sachiez que le nerf fémoral contrôle l'aspect moteur des muscles antérieurs de la cuisse. Ça veut dire quoi? Le devant de la cuisse. Donc, le dessus de votre cuisse, certains muscles sur la portion antérieure, donc ventrale antérieure ou le devant si vous préférez. Okay, donc, c'est essentiellement ça son travail. Le plexus lombaire, j'ai dit tantôt, donc autant qu'il y a des nerfs qui vont s'occuper de la fonction sensitive que motrice, qui va être contrôlée par ce plexus-là. Et le dernier, le sacral, on est toujours au niveau des membres inférieurs, mais positionnement un petit peu différent. Donc, les nerfs spinaux impliqués, c'est les sacraux, donc S1 à S4. Donc, évidemment, on le voit ici sur le dessin, là, je suis plus bas que le plexus lombaire de tantôt. Et on va s'occuper de la partie arrière de la cuisse et la partie inférieure de la jambe. Donc, les deux nerfs importants pour moi, c'est le nerf sciatique, que souvent vous entendez parler, et le nerf tibial qu'on va voir tantôt. Donc, le nerf sciatique, c'est le plus gros nerf, en fait, un des plus gros nerfs du corps. Il est très large et très, très long. Il va faire, en fait, il fait la longueur de la jambe au complet. On reconnaît ici sur l'image les deux plexus sacraux. De là, je vais dériver le nerf sciatique, que je pointe en rouge ici, et qui se prolonge ici. Première chose à savoir, le nerf sciatique, il s'occupe des muscles, certains muscles postérieurs de la cuisse, donc position arrière. Okay, donc, c'est un peu différent du fémoral. Lui s'occupe des muscles arrière. Et ce qui va arriver, en fait, le nerf sciatique va descendre et va se séparer comme ça. Il va se prolonger à un autre nerf qu'on appelle le nerf tibial. Donc, le tibia, hein, c'est en bas du genou, vous le savez peut-être, là, un os dans la partie inférieure de la jambe. Et le nerf tibial, bien, justement, va s'occuper des muscles, certains muscles au niveau du mollet et même au niveau plus bas, au niveau du pied. Donc, on est vraiment dans la partie plus inférieure. Alors que le sciatique s'occupe de l'arrière de la cuisse, le tibial, lui, va vraiment en bas du genou, donc au niveau du pied ou même des muscles associés au niveau du mollet. Okay? Donc, on descend encore plus bas. Alors, ce que je vous disais, comme je disais tantôt, si je résume rapidement les plexus, là, on dirait que j'ai dit beaucoup de choses, mais pas tant. Ça tient à 3-4 choses. Alors, la première des choses, c'est de savoir la définition d'un plexus, à quoi ça sert et tout ça. Donc, parfait, les rameaux ventraux et tout. Ensuite, de pouvoir les situer, point de vue anatomique, plexus cervical le plus haut, donc c'est former des premiers nerfs cervicaux, contrôle la peau du cou,
les muscles du cou. Brachial, on descend avec les derniers nerfs cervicaux puis le début thoracique qui s'occupe des bras. Dans les deux cas, il faut être capable d'associer les nerfs. Donc, le nerf phrénique est associé au cervical, le nerf médian au brachial. Vous connaissez un petit peu la fonction des deux nerfs. C'est fini, vous êtes bon. On a vu ensuite le lombaire qui se situe plus bas, donc ça va être les nerfs lombaires, les premiers nerfs spinaux-lombaires, toujours avec les rameaux ventraux. S'occupe de la cuisse, essentiellement, le devant de la cuisse via le nerf fémoral, donc en termes de contraction musculaire. Sacral, la jambe aussi, l'arrière de la cuisse et la partie inférieure de la jambe, donc en bas du genou. Donc sciatique qui s'occupe de l'arrière de la cuisse, tibial qui s'occupe des muscles associés au mollet et même du pied. Dans ce cas-ci, il faut être capable aussi de me dire que le fémoral fait partie du plexus lombaire et ces deux-là du plexus sacral. Donc, si vous savez l'ensemble de tout ça, ben, vous êtes parfait pour la notion de plexus. Et le gros du travail ici, c'est pas tant d'apprendre. Il y a un peu quelques nouveaux termes, mais c'est pas tant compliqué. Je dirais que c'est un problème d'image. Donc, souvent, mes étudiants apprennent par cœur, mais ça ne fait pas une image mentale claire dans votre tête. Donc, j'ai fait des petits dessins pour vous aider. Sinon, faites vos propres dessins. Essayez de voir un paquet d'images. Les illustrations du livre sont bien faites, mais l'idée, c'est d'avoir une image. Que si je te dis nerf, un plexus cervical, rameau dorsal, rameau ventral, racine dorsale, racine ventrale, nerf spinal, mix, qu'est-ce que ça veut dire? Où c'est que je suis? Je te dis, moi, l'épinière, cerveau, généralement, vous êtes bon, vous êtes déjà capable de vous situer. Bien, il faut faire la même chose avec les notions d'aujourd'hui. Et si vous arrivez à avoir une image, les termes restent beaucoup plus dans votre tête. Et si je pose des questions un peu plus de réflexion, bien, ça devient beaucoup plus simple à résoudre, évidemment. Puis ça devient plus agréable aussi qu'avoir une série de mots qui ne veut rien dire, évidemment. Alors, je vous souhaite une excellente étude. On va se revoir dans la prochaine capsule. Dans le sujet de la prochaine capsule, là, je vais laisser de côté les nerfs spinaux. On va parler beaucoup de la moelle épinière. Donc, un peu sur la même approche qu'aujourd'hui, mais au niveau de la moelle épinière. Donc, comme d'habitude, vous me posez des questions au besoin. Sinon, on se revoit dans la prochaine capsule.